père célibataire, a vu une petite fille noire fouiller dans les poubelles la veille de Noël, et la vérité l'a laissé choqué. Marcus Davis a freiné brusquement lorsqu'il a vu cette scène qui lui a transpercé le cœur comme une lame tranchante. Là, parmi les sacs poubelles éparpillés sur le trottoir glacé, une petite fille fouillait désespérément les restes jetés, ses petites mains tremblantes tenant des morceaux de pain moisi comme s'ils étaient des trésors précieux. Le contraste était dévastateur. Tandis que les maisons autour brillaient de lumière de Noël et de décorations chaleureuses, cet enfant d'environ 7 ans luttait seul contre la faim la veille de Noël. L'homme de 35 ans descendit de la voiture le cœur serré. Depuis 2 ans, depuis qu'il avait perdu sa femme et son enfant dans un terrible accident, Marcus s'était fermé au monde, se plongeant dans le travail pour échapper à la douleur qui le consumait de l'intérieur. Il travaillait en double poste à l'usine, évitait tout contact social et avait transformé sa maison en un sanctuaire silencieux de souvenirs douloureux. Mais quelque chose dans cette image brisa toutes les défenses émotionnelles qu'il avait soigneusement construites. La petite leva les yeux en remarquant son approche, et Marcus sentit un choc électrique parcourir sa colonne vertébrale. Ses grands yeux sombres portaient un mélange troublant de peur et d'espoir, comme si elle attendait à la fois la bonté et le rejet. Ses vêtements déchirés et sales la protégeaient à peine du froid mordant de décembre, et il remarqua qu'elle essayait de cacher quelque chose dans son dos. Un mouvement défensif révélant des années de méfiance acquises dans la rue. « Hé, petite !» dit Marcus doucement en s'agenouillant lentement pour ne pas l'effrayer. « Ça va? Où sont tes parents ?» La question sortit avant même qu'il ne réfléchisse, mais la réaction de l'enfant fut immédiate et dévastatrice. Elle recula de quelques pas, serrant contre sa poitrine un objet qu'il ne pouvait identifier, et ses larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage mince. « Je n'en ai pas, » murmura-t-elle d'une voix rauque, probablement le résultat de nuits passées dehors. « Mamie Alice est partie au ciel il y a 3 semaines. On m'a dit que j'irais dans une nouvelle famille, mais... » Sa voix se brisa, et elle mordit sa lèvre inférieure pour retenir le sanglot qui menaçait d'exploser. Marcus sentit son propre cœur se briser à nouveau, mais cette fois pour quelqu'un d'autre. Il tendit sa main avec précaution, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» La petite hésita longuement, ses yeux évaluant si cet homme représentait sécurité ou danger. « Zara », répondit-elle enfin, sa voix à peine audible au-dessus du vent froid qui soufflait entre les bâtiments. « Zara, quel joli nom !» dit Marcus sincèrement, sentant quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qui était mort depuis des années. « As-tu faim? As-tu froid ?» Elle acquiesça timidement, et il remarqua que ses larmes s'étaient congelées en petits cristaux sur ses joues. Sans réfléchir, il enleva son manteau et enveloppa les épaules fragiles de l'enfant. Marcus remarqua que Zara tenait quelque chose avec tant de précaution que cela semblait plus précieux que sa propre vie. C'était un petit objet brillant qu'elle gardait caché, et chaque fois qu'il essayait de mieux voir, elle le protégeait instinctivement. Qu'est-ce qui pouvait être si important pour un enfant abandonné dans la rue? « Viens avec moi, » dit Marcus impulsivement, se surprenant lui-même. « Sortons de ce froid. Je peux te donner quelque chose de chaud à manger. » Zara le regarda avec un mélange de désir et de terreur, clairement partagé entre le besoin désespéré d'aide et la peur d'une nouvelle déception. Son hésitation révélait une sagesse cruelle, mûrie par des expériences qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Quand elle accepta finalement d'un hochement de tête à peine perceptible, Marcus sentit une émotion écrasante l'envahir. C'était comme si quelque chose de dormant en lui s'éveillait soudainement, une étincelle de but qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Portant Zara jusqu'à sa voiture, il n'avait aucune idée que cette rencontre fortuite allait changer leur deux vies d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Alors qu'il rentrait chez lui avec cette petite étrangère sur le siège arrière, Marcus ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu dans ses yeux. Il y avait une histoire beaucoup plus complexe que l'abandon simple, et il était déterminé à découvrir la vérité derrière cet enfant mystérieux qui était apparu dans sa vie la veille de Noël. Si cette histoire vous touche et que vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque moment de ce voyage incroyable. À l'intérieur de la maison, Marcus prépara rapidement une soupe chaude tandis que Zara restait recroquevillée sur le canapé, serrant toujours son objet mystérieux. Lorsqu'il apporta la nourriture, elle dévora tout en quelques secondes, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'est alors qu'il décida de passer quelques appels discrets pour mieux comprendre la situation de la fillette. Le premier appel fut pour Sarah Mitchell, une travailleuse sociale qu'il connaissait grâce au travail communautaire qu'il avait effectué avant sa tragédie personnelle. « Marcus, quelle surprise d'avoir de tes nouvelles après tout ce temps, » dit-elle, visiblement intriguée. Lorsqu'il expliqua l'histoire de Zara, le silence à l'autre bout du fil dura bien trop longtemps. « Tu as dit qu'elle s'appelle Zara? Zara Johnson ?» demanda Sarah d'une voix tendue qui alerta immédiatement Marcus. « Oui, pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» La réponse de Sarah fut troublante. « Marcus, cet enfant,
Elle ne devrait pas être dans la rue. Elle a été placée dans une famille temporaire il y a 2 semaines. Le sang de Marcus se glaça. Si Zara était dans une famille, pourquoi était-elle seule à fouiller dans les poubelles? Sarah continua avec des informations qui le laissèrent de plus en plus alarmé. La famille qui l'a accueilli a un casier vierge dans nos dossiers. Robert et Linda Chen, un couple respectable. Mais Marcus, quelque chose est étrange. Ils ont refusé les visites de suivi, affirmant que Zara s'adaptait parfaitement. Lorsque Marcus raccrocha, son esprit bouillonnait de questions inquiétantes. Il regarda Zara, qui dormait maintenant profondément sur le canapé, enfin détendu pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. Mais sa paix fut interrompue lorsqu'il remarqua des ecchymoses sur ses bras, partiellement cachés par la manche de sa chemise déchirée. Le deuxième appel fut pour Daniel Torres, un détective qui avait enquêté sur l'accident de sa famille. « Dan, j'ai besoin d'un service. Peux-tu vérifier discrètement une famille appelée Chen? Robert et Linda Chen ?» Le détective accepta sans poser de questions, promettant de revenir le lendemain matin. Pendant la nuit, Marcus ne put dormir. Il surveillait Zara, qui murmurait des mots incompréhensibles dans ses rêves agités. À un moment donné, elle cria « S'il te plaît, non », se réveillant effrayée et désorientée. Lorsque Marcus tenta de la consoler, elle protégea instinctivement son visage avec ses mains, un geste défensif qui lui fit craindre le pire. « Zara, peux-tu me dire ce qui est arrivé à la famille qui devait s'occuper de toi ?» demanda-t-il doucement. Les yeux de la fillette se remplirent de larmes et elle secoua vigoureusement la tête. « Ils ont dit que personne ne me croirait. Que j'étais une menteuse problématique. » L'appel de Daniel arriva tôt le lendemain matin, et les informations étaient explosives. « Marcus, tu dois entendre ça. Robert Chen a été renvoyé de son emploi précédent à cause d'allégations de comportements inappropriés avec des mineurs, mais rien n'a été formellement prouvé. Et voici la partie la plus troublante. Ils ont déjà renvoyé 3 enfants au système ces 2 dernières années, prétendant toujours des problèmes de comportement. » Marcus sentit une colère croissante l'envahir. Comment le système avait-il permis à ces personnes de continuer à accueillir des enfants? Daniel continua, « Il y a plus. L'un des enfants précédents, un garçon de 9 ans, a été retrouvé avec des blessures inexpliquées lorsqu'il est retourné au foyer. L'enquête a été classée faute de preuves. » C'est alors que Zara montra à Marcus ce qu'elle avait caché depuis si longtemps. Les mains tremblantes, elle ouvrit la paume et révéla un petit enregistreur numérique. « Grand-mère Alice me l'a donné avant de mourir. Elle m'a dit d'enregistrer toujours quand les adultes étaient mauvais avec moi. » Marcus sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle appuya sur le bouton lecture. La voix cruelle d'un homme résonna dans la pièce. « Si tu le dis à quelqu'un, personne ne croira une petite orpheline. Tu retourneras dans cet endroit horrible et tu n'en sortiras jamais. » Des sons suivirent qui firent serrer les poings de Marcus jusqu'à blanchir ses jointures. « Ils m'ont fait du mal, » murmura Zara, montrant d'autres marques qu'elle avait cachées. « J'ai fui par la fenêtre de la chambre et j'ai marché pendant 3 jours pour arriver ici. J'avais très faim et froid. » Ces mots sortaient entrecoupés de sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. Marcus s'agenouilla devant elle, les yeux embués lui aussi. « Zara, tu as été très courageuse. Ta grand-mère avait raison de te donner cet enregistreur. Maintenant, nous allons faire payer ces gens pour ce qu'ils t'ont fait. » Il prit le téléphone, déterminé à faire en sorte que justice soit rendue. Le premier retournement de situation s'était révélé. Zara n'était pas seulement une enfant abandonnée, mais une survivante courageuse qui avait échappé à une situation d'abus systématique. Et Marcus venait de découvrir qu'il détenait les preuves nécessaires pour exposer un schéma beaucoup plus profond de négligence institutionnelle. Au cours des 48 heures suivantes, Marcus se transforma en un homme en mission. Sa première action fut d'assurer la sécurité de Zara, la gardant à la maison tout en élaborant un plan méticuleux. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement remettre les preuves aux autorités sans garantie qu'elles seraient protégées. Le système l'avait déjà laissé tomber une fois, et il ne permettrait pas que cela se reproduise. Marcus commença par créer plusieurs copies de l'enregistrement, les stockant à différents endroits. Son expérience en tant que superviseur d'usine lui avait appris l'importance de la documentation et des sauvegardes de sécurité. Il numérisa l'audio, envoya des copies à des comptes email sécurisés et grava même sur de vieux CD qu'il rangea dans différents coffres bancaires. Sa deuxième stratégie fut de construire un réseau de soutien solide. Il appela Jessica Romano, une journaliste d'investigation qu'il avait rencontrée des années auparavant lors d'une campagne de collecte de fonds pour les victimes d'accidents. « Jessica, j'ai une histoire qui pourrait intéresser. Elle implique des abus sur des enfants, une négligence systématique et une corruption institutionnelle. » Sa réponse fut immédiate, « Je suis en route. » Pendant cette période, Marcus remarqua des changements surprenants chez Zara.
Avec des repas réguliers, des bains chauds et des vêtements propres, la fillette commença à s'épanouir d'une manière qui toucha profondément son cœur. Elle aidait pour des tâches simples à la maison, demandant toujours si elle pouvait faire quelque chose pour rendre la gentillesse. Ses rires occasionnels étaient comme de la musique pour Marcus, lui rappelant la joie qu'il pensait avoir perdue à jamais. Mais il y avait quelque chose de plus intrigant chez Zara que Marcus n'avait pas encore complètement découvert. Elle montrait une intelligence exceptionnelle, résolvant des casse-têtes complexes qui lui proposaient pour la distraire et faisant des observations perspicaces sur les personnes autour d'elle. « Tu sais que mademoiselle Sarah ment quand elle parle au téléphone », dit-elle un après-midi, laissant Marcus étonné qu'une enfant de 7 ans ait développé une telle perception. L'enquête de Marcus s'approfondit lorsqu'il découvrit des connexions troublantes. Daniel Torres revint avec des informations qui changèrent complètement sa compréhension de la situation. « Marcus, il faut que tu t'assoies pour entendre ça. Les Chen ne sont pas juste un couple abusif isolé. Ils font partie d'un réseau organisé. » Les révélations étaient choquantes. Robert Chen avait des contacts avec d'autres individus qui avaient également adopté des enfants temporairement, et tous suivaient un schéma similaire. Ils recevaient des enfants, refusaient la supervision et finissaient par les rendre en prétextant des problèmes de comportement. Pire encore, il y avait des preuves que certains de ces enfants étaient exploités de manière que Marcus n'osait même pas imaginer. « Il y a une employée corrompue au service social qui facilite ses placements », continua Daniel. Margaret Wells, une superviseure principale, a systématiquement approuvé ces familles, ignorant les signaux d'alerte évidents. Elle reçoit des paiements en espèces pour accélérer les processus et éviter des contrôles stricts. Marcus ressentit une colère contrôlée monter en lui. Il ne s'agissait plus seulement de Zara maintenant. Il s'agissait de tous les enfants vulnérables qui avaient été trahis par un système censé les protéger. Il développa un plan en 3 phases. Premièrement, rassembler des preuves irréfutables. Deuxièmement, exposer publiquement tout le réseau. Troisièmement, garantir que Zara est un foyer permanent et sûr. La phase la plus risquée du plan impliquait Marcus, qui enregistrait secrètement des conversations avec les personnes impliquées. Il se fit passer pour un parent adoptif potentiel, intéressé par des placements rapides et sans complications. Margaret Wells mordit complètement à l'hameçon, offrant ses services pour une somme substantielle et révélant des détails compromettants sur la manière dont elle contournait les protocoles de sécurité. Pendant ce temps, Jessica Romano menait sa propre enquête parallèle. Elle découvrit qu'au moins 15 enfants avaient traversé le système au cours des 3 dernières années. Certains avaient tout simplement disparu des registres officiels, et Marcus était terrifié d'imaginer ce qui avait pu leur arriver. La partie la plus touchante de cette période fut lorsqu'une nuit, avant de dormir, Zara demanda timidement « Marcus, quand tu découvriras qui a fait du mal aux autres enfants, voudras-tu encore que je reste ici ?» La question révélait autant sa nature altruiste que sa peur de l'abandon. « Zara, » répondit-il en s'agenouillant à côté de son lit, « peu importe ce qui se passe, tu auras toujours une maison avec moi. » C'est cette nuit-là que Marcus prit une décision qui allait tout changer. Il n'allait pas seulement exposer le système, il allait lutter officiellement pour la garde de Zara. Mais d'abord, il devait s'assurer que toutes les preuves étaient en sécurité et que son plan était exécuté parfaitement. Le lendemain matin, Marcus se réveilla avec une détermination de fer. Aujourd'hui serait le jour où la justice commencerait à être faite. Il regarda Ara prendre son petit déjeuner, fredonnant doucement, et sut qu'il faisait la bonne chose. Certaines batailles valent tous les risques, et protéger cet enfant spécial en faisait définitivement partie. L'affrontement final était sur le point de commencer, et Marcus s'était préparé méticuleusement pour s'assurer que cette fois, le système ne ferait pas échouer un enfant innocent. L'opération a commencé un mardi gris. Marcus a coordonné simultanément avec Daniel Torres, Jessica Romano et des procureurs fédéraux qui s'étaient intéressés à l'affaire après avoir reçu les preuves préliminaires. Le plan était audacieux. Une opération coordonnée qui exposerait tout le réseau en une seule fois, empêchant quiconque impliqué de détruire des preuves ou de fuir. La première phase a été exécutée à 6 heures du matin. Des équipes d'enquêteurs fédéraux ont simultanément perquisitionné les maisons de Robert et Linda Chen, Margaret Wells et 3 autres couples faisant partie du réseau. Marcus suivait l'opération chez les Chen via une radio de police, le cœur battant à chaque mise à jour reçue. Nous avons trouvé un sous-sol aménagé avec des caméras et du matériel d'enregistrement, a craché la voix à la radio. Il y a des centaines de fichiers numériques et de documents financiers. Marcus ferma les yeux, sentant la nausée à l'idée de ce que ces fichiers pouvaient contenir. Sa seule consolation était de savoir que Zara était en sécurité à la maison, sous la protection de 2 agents fédéraux. La deuxième surprise est venue lorsque les enquêteurs ont découvert que Linda Chen tenait des registres détaillés de toutes les transactions. Apparemment, elle documentait tout par paranoïa, créant involontairement la preuve la plus accablante contre toute l'opération. Il y avait des listes de clients,
les montants payés et même des évaluations des caractéristiques de chaque enfant placé. Margaret Wells a été arrêtée dans son bureau au département des services sociaux, essayant désespérément de supprimer des fichiers de son ordinateur lorsque les agents sont intervenus. Sa réaction fut pathétique. Elle a pleuré, supplié et tenté de négocier des informations sur d'autres impliqués en échange d'une clémence. C'est grâce à ses aveux que l'étendue réelle du réseau a été révélée. Il ne s'agissait pas seulement de 15 enfants, a informé Daniel Marcus par téléphone, la voix lourde. C'était 47 sur 5 ans. Certains ont été vendus à des familles dans d'autres États, d'autres. Il n'a pas pu terminer sa phrase, mais Marcus comprit parfaitement ce qui n'avait pas été dit. La troisième phase fut la plus marquante. Jessica Romano a publié son article d'investigation simultanément sur plusieurs plateformes avec le titre dévastateur « Un réseau de trafic d'enfants opérait au sein du système de protection de l'enfance pendant 5 ans ». Les répercussions furent immédiates et massives. Des manifestations se sont formées devant les bâtiments gouvernementaux, les familles de victimes ont commencé à s'exprimer et les autorités d'État ont promis une refonte complète des protocoles d'adoption. Mais c'est lors de ces révélations que survint le second rebondissement de l'histoire. Zara n'était pas celle que Marcus pensait. Lorsque les enquêteurs ont analysé les dossiers trouvés, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Elle était la fille de la docteure Amanda Johnson, une psychologue renommée qui avait été assassinée 3 ans auparavant pour avoir enquêté sur des irrégularités dans le système d'adoption. Marcus, expliqua Daniel avec précaution, la grand-mère de Zara n'est pas morte de cause naturelle. Alice Johnson a été empoisonnée parce qu'elle était sur le point de dénoncer ce même réseau. Elle avait passé 2 ans à collecter des preuves sur la disparition de sa fille et avait découvert des connexions qui menaçaient l'ensemble de l'opération. La révélation frappa Marcus comme un éclair. Zara n'était pas simplement une victime au hasard. Elle était le dernier lien vivant d'une famille entière détruite par ce réseau criminel. Son intelligence exceptionnelle prenait désormais tout son sens. Elle avait hérité du sens de l'investigation de sa mère et de sa grand-mère. Il y a encore plus, poursuivit Daniel. Dr Johnson travaillait sur un dossier complet lorsqu'elle a été tuée. Ses recherches ont disparu, mais apparemment Alice a réussi à sauver quelques informations avant d'être réduite au silence. Il est possible que Zara sache où ces documents sont cachés. Marcus courut chez lui et trouva Zara assise calmement à la table de la cuisine, coloriant un dessin. Lorsqu'il s'approcha, elle leva les yeux avec cette sagesse troublante qu'elle démontrait toujours. « Tu as découvert pour maman et grand-mère, n'est-ce pas » demanda-t-elle simplement, comme si elle savait que ce moment arriverait. « Zara, pourquoi ne m'as-tu jamais dit » demanda Marcus, s'asseyant à côté d'elle. La réponse de la fille révéla un courage qu'il avait du mal à comprendre. « Grand-mère a dit que je ne pouvais le dire qu'à quelqu'un qui m'aimait vraiment. Quelqu'un qui se battrait pour moi-même en connaissant tout le danger. » C'est alors que Zara le conduisit vers un mur précis de son ancienne chambre dans la maison de sa grand-mère. Une maison qui avait été scellée comme scène de crime pendant des mois. Dans une cachette secrète derrière une prise factice se trouvaient tous les documents que Dr Johnson avait compilés, y compris des preuves concernant au moins 12 employés corrompus dans différents États. La découverte fut le coup final au réseau criminel. Avec les preuves de Dr Johnson combinées aux enregistrements de Zara et à la documentation obsessionnelle de Linda Chen, les procureurs fédéraux disposaient d'un dossier irréfutable couvrant 4 États différents. Marcus regarda Zara, qui observait calmement les adultes courir autour en collectant des preuves, et ressentit un mélange accablant de fierté, de protection et d'amour. Cet enfant extraordinaire avait survécu à des circonstances inimaginables et gardait encore sa capacité à faire confiance et à aimer. « Zara, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle, veux-tu rester avec moi pour toujours ?» Officiellement, le sourire qui illumina son visage fut la plus belle réponse que Marcus ait jamais reçue de toute sa vie. La justice était en train d'être rendue, mais plus important encore, 2 âmes blessées avaient trouvé l'une dans l'autre la famille dont elles avaient désespérément besoin. 6 mois plus tard, Marcus ajustait nerveusement sa cravate devant le miroir du tribunal. Aujourd'hui était le jour de l'audience finale pour l'adoption officielle de Zara, et malgré tous les obstacles déjà surmontés, il ressentait encore des papillons dans l'estomac. Zara, portant une robe bleue qu'elle avait choisie elle-même, tenait sa main avec une confiance absolue. L'affaire était devenue un jalon national. Robert et Linda Chen avaient été condamnés chacun à 25 ans de prison pour trafic humain, maltraitance d'enfants et complot. Margaret Wells avait reçu 15 ans pour corruption et facilitation de crimes contre des mineurs. L'enquête avait conduit à l'arrestation de 17 personnes dans 4 États différents et à une refonte complète des protocoles d'adoption à l'échelle nationale. Mais pour Marcus, les chiffres n'étaient que des statistiques. Ce qui importait vraiment était assis à côté de lui. Une fille courageuse qui avait transformé sa vie solitaire en un voyage d'amour et de sens. Zara n'était plus l'enfant maigre et effrayé qu'il avait trouvé fouillant dans les ordures.
Elle était devenue une jeune fille confiante, intelligente et pleine de vie. Au cours de ces mois, Marcus avait découvert des aspects fascinants de sa nouvelle fille. Zara avait une mémoire photographique, une caractéristique héritée de sa mère biologique, et démontrait une aptitude exceptionnelle à résoudre des problèmes complexes. Il l'avait inscrite dans une école spéciale pour enfants surdoués, où elle s'épanouissait sur le plan académique et social. Encore plus impressionnante était sa capacité à pardonner. Quand Marcus lui demanda si elle ressentait de la colère envers les personnes qui l'avaient blessée, Zara répondit avec une sagesse qui le laissa sans voix. « La colère ne fait mal qu'à celui qui la ressent, Marcus. Maman disait toujours que choisir d'être heureux est la meilleure vengeance contre les mauvaises personnes. » L'audience commença avec la juge Rebecca Martinez, qui passait en revue l'affaire extensive. Marcus avait subi des vérifications de casier rigoureuses, des évaluations psychologiques, des visites à domicile et des interviews détaillées. Chaque étape confirmait ce que tout le monde savait déjà. Il était le parent parfait pour Zara. Sarah Mitchell, l'assistante sociale qui l'avait initialement alertée sur la situation, témoigna de la transformation remarquable qu'elle avait observée chez les deux. « Votre honneur, en 20 ans de carrière, j'ai rarement vu une connexion aussi naturelle et guérisseuse que celle entre Marcus et Zara. Ils se sont sauvés mutuellement. » Daniel Torres témoigna également, décrivant comment Marcus avait tout risqué pour protéger un enfant qu'il connaissait à peine. Il a transformé sa douleur personnelle en force pour protéger les autres. Voilà ce qu'est le vrai héroïsme. Jessica Romano, dont le reportage avait révélé le scandale national, parla de la façon dont le courage de Marcus avait inspiré des changements systémiques. Grâce à sa détermination, des dizaines d'enfants ont été sauvés et un système corrompu a été réformé. Mais le plus important, une fille a trouvé le père qu'elle méritait. Lorsque ce fut le tour de Zara de parler, elle se leva avec une dignité impressionnante pour ses 8 ans. « Votre honneur, quand j'avais faim et froid cette nuit-là, Marcus ne m'a pas seulement donné à manger et un abri. Il m'a rendu l'espoir que de bonnes personnes existent encore dans le monde. » Ces mots continuèrent de toucher chaque personne présente. Il n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais. Ces derniers mois, j'ai appris que la famille ne se résume pas au sang. C'est choisir d'aimer quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Marcus sentit des larmes couler sur son visage lorsque Zara ajouta « Marcus m'a appris que notre douleur peut se transformer en quelque chose de beau lorsque nous l'utilisons pour aider les autres. Je veux devenir psychologue comme ma mère biologique, pour protéger les enfants comme Marcus m'a protégé. » La juge Martinez sourit, visiblement émue. « Marcus Davis, êtes-vous prêt à assumer toutes les responsabilités d'être le parent légal de Zara Johnson Davis ?» La réponse sortit comme un chuchotement émouvant. « Oui, votre honneur. Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare l'adoption officielle. Zara, vous êtes maintenant légalement la fille de Marcus Davis. » Le marteau frappa, et la salle d'audience éclata en applaudissements. Marcus embrassa Zara, tous deux pleurant des larmes de pure joie. Il était difficile de croire qu'un an auparavant, ils étaient tous deux des âmes perdues naviguant seuls dans la vie. Maintenant, ils formaient une vraie famille, unie non par hasard, mais par amour inconditionnel et choix conscient. Dans les mois qui suivirent, Marcus et Zara établirent des traditions familiales uniques. Chaque veille de Noël, ils préparaient des repas à distribuer aux enfants des rues, transformant le jour qui les avait réunis en une célébration de l'espoir pour les autres. Zara commença à donner des conférences dans les écoles sur la persévérance et la résilience, toujours accompagnée de Marcus. Ensemble, ils devinrent de puissants défenseurs de la réforme du système de protection de l'enfance. L'histoire d'un père célibataire qui avait trouvé une fille fouillant dans les ordures la veille de Noël était devenue bien plus qu'une simple anecdote. Un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et du courage de faire ce qui est juste. Parfois, les rencontres les plus inattendues donnent lieu aux plus grandes bénédictions de la vie. Marcus et Zara ont prouvé que la famille se construit avec l'amour, non avec le sang, et que même dans les situations les plus désespérées, quelque chose de magnifiquement beau peut émerger. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes montrant comment l'amour peut transformer des vies complètement.